Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. L'information principale de cette journée, c'est évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale décidée hier soir par Emmanuel Macron. Un coup de tonnerre, un choc, un séisme politique. C'est la stupéfaction qui domine depuis hier. Il est 21h lorsqu'à la surprise générale, Emmanuel Macron annonce dissoudre l'Assemblée nationale. Il prend acte des scores historiques du Rassemblement national aux élections européennes, près de 32%, loin devant la majorité présidentielle à 14,5%. Il y aura donc de nouvelles élections législatives, vous l'avez dit dans le sommaire, les 30 juin et 7 juillet prochains. Et du côté évidemment du monde éducatif, c'est l'incertitude la plus totale. Parce que depuis mai 2022, 4 ministres de l'Éducation se sont succédés, rue de Grenelle, avec tous les troubles que l'on connaît. Dans moins d'un mois, il pourrait y en avoir un ou une cinquième. C'est trop. Pour Cécile Catelin, professeure de lettres modernes à Tours et formatrice en usage numérique éducatif, qui redoute une nouvelle fragilisation de sa profession. Quelle nouvelle proposition, quel nouveau projet, quelle nouvelle directive, quelle ligne véritable. Et j'ai vraiment l'impression que l'éducation, qui doit être un vrai pilier de la République et de la démocratie, est aujourd'hui un pilier que l'on ne renforce pas, mais que l'on effrite lentement mais sûrement, sans véritable vision et j'ai presque envie de dire sans véritable continuité. Je suis désolée de le dire, mais le temps de l'éducation n'est pas le temps de la politique. Enseigner prend du temps, nécessite un cap précis, cohérent. Et la période estivale annoncée ne semble pas du tout, à mon sens, ouvrir un nouveau chapitre constructif et serein. Et sans pilier de l'éducation, on ne peut pas faire nation au sens noble du terme. Donc, des raisons d'être inquiète, car dans cet esprit-là, il n'est pas possible, dans cette incertitude permanente, il n'est pas possible, ou du moins très difficile, de former des citoyens éclairés. Même son de cloche pour Blandine Cossa. Elle est professeure de lettres modernes au lycée Victor Duruy à Paris et elle s'inquiète d'une potentielle arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Si l'extrême droite arrive au pouvoir, on peut craindre des réformes qui cherchent à mettre fin au modèle scolaire des années 70, celui de la démocratisation scolaire, qui certes n'est pas parfait, mais qui repose sur un idéal auquel il me semble qu'on ne doit pas renoncer, celui d'une société dans laquelle l'école essaie, dans la mesure du possible, de remédier aux inégalités sociales. Or, les idées de l'extrême droite en matière d'éducation vont dans le sens inverse, puisqu'elles prônent une orientation précoce des élèves en fonction de leurs résultats. Ce qui, ne nous voilons pas la face, aboutira à un système dans lequel la grande majorité des enfants issus des classes populaires arrêteront l'école tôt, tandis que ceux issus des classes privilégiées poursuivront vers le supérieur. Et vous vouliez aussi revenir sur une anecdote révélée par nos confrères de TF1 hier soir. Beaucoup d'observateurs ont considéré qu'elle était symptomatique de la place de l'école aujourd'hui sur l'échiquier politique. On a appris hier que Nicole Belloubet, donc notre ministre de l'Éducation nationale, avait appris la dissolution en direct dans les studios de la radio RTL. Elle n'était donc pas au courant. Elle ne faisait pas partie de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, celle qu'il a consultée avant de prendre sa décision. Nicole Belloubet a ensuite été convoquée aux environs de 22h à l'Élysée pour une réunion de crise, mais elle n'a ni été consultée ni prévenue alors que cette dissolution plonge le monde éducatif dans l'incertitude. Et c'est aussi la déception pour ces enseignants qui ont consacré des cours spécifiques sur les enjeux européens ces dernières semaines. Ils ont été nombreux, c'est vrai, à organiser des ateliers autour de l'Europe à destination des terminales pour que les primo-votants aient toutes les cartes en main pour voter en conscience. Des jeunes qui se sont majoritairement tournés vers le Rassemblement national. On va retrouver Cécile Catelin, donc professeure de lettres modernes à Tours, qui fait partie de ces enseignants engagés sur la question de l'Europe et qui aujourd'hui se sent triste et démuni face au taux d'abstention chez les jeunes. Pour échanger avec eux au quotidien, je sais très bien que ce qu'ils me disent, c'est que l'Europe, c'est quelque chose de lointain, d'abstrait, qui ne représente pas grand-chose à leurs yeux. Et c'est ce qui m'amène à dire que finalement, construire une vraie conscience européenne, et donc donner envie aux jeunes de voter, il faut les former. Et former, ça ne veut pas dire distiller de ci, de là quelques idées de l'Europe. C'est vraiment une formation digne de ce nom, faute de quoi nous aurons des votes
avant tout anti-européens et non pas pour ce que fait l'Europe. Pour moi, c'est des vrais cours pratico-pratiques sur les institutions européennes. Que fait l'Europe dans nos vies au quotidien? Monter avec eux des projets pour qu'ils agissent en tant que citoyens en devenir. Et pour moi, c'est du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et une autre conséquence de cette dissolution, c'est la mise en pause de différentes commissions et de projets de loi, comme ceux sur la fin de vie, sur la Nouvelle-Calédonie ou sur la protection de l'enfance. Ce sera d'ailleurs l'objet de votre débat dans quelques minutes. Sur un tout autre sujet maintenant, le personnel des cantines scolaires est en grève à Marseille. Les syndicats réclament une baisse de 12% de leur temps de travail, 400 nouvelles embauches ou encore un plan de formation. 3000 agents étaient mobilisés tout au long de cette journée. Ils veulent faire reconnaître la pénibilité de leur quotidien. Vanessa est agente technique à Marseille. Elle dénonce la multiplicité des tâches dont elle a la charge et l'impact qu'elles peuvent avoir sur sa santé. Donc on entretient des locaux, on peut avoir l'entretien des cours, des sanitaires. Et ensuite on a aussi le service cantine, donc ça peut être la préparation des repas, la vaisselle, les réfectoires. Ça peut être aussi l'encadrement des enfants durant la surveillance. Il y a beaucoup de pathologies en fait, qui se cumulent en fait, chez certains agents. Les genoux, les reins, on voit bien les épaules, ça peut être les cervicales. Et après, il y a le bruit. Il y a beaucoup d'agents qui entendent de moins en moins. Et il faut tenir. En plus, aujourd'hui, on nous demande de travailler plus et plus longtemps. Donc, en reconnaissant cette pénibilité, ça pourrait redonner un peu de morale aux agents. Ça pourrait les remotiver. Et ça nous permettrait de nous reposer un petit peu, de recharger un peu les batteries. Le syndicat Force ouvrière souhaite négocier un mercredi sur 2 sans travail et 5 jours de repos compensatoire conditionnés à 20 minutes de travail supplémentaires par jour. Pierre Huguet, qui est adjoint au maire en charge du dossier, rappelle que la ville de Marseille propose, je cite, une baisse de 48 heures du temps de travail annuel, soit l'équivalent de 8 mercredis par an. La grève pourrait se prolonger jusqu'à mercredi, date à laquelle un comité social territorial doit se tenir entre la mairie et les syndicats. Et on termine avec le bac de philo des humoristes qui se tiendra le 18 juin prochain. Date de la réelle épreuve de philosophie et du début du bac. Ce sera à 20h au Théâtre Libre de Paris. Une initiative du comédien Karim Duval. 10 humoristes vont proposer des sketchs en lien avec les sujets du bac de philo qui seront tombés le matin même. Ils vont avoir toute la journée pour plancher, pour écrire, pour réfléchir et ensuite interpréter leurs sketchs sur scène. Karim Duval, qui était l'invité de France Info ce samedi, il raconte l'origine du projet. Ça date d'une frustration, je pense, du fait que, en fait, moi, le bac, l'année terminale, j'ai un peu traversé, j'étais trop jeune. On est souvent trop jeune pour faire de la philo, et à la fois déjà trop âgé. Je pense que la philo, il faudrait en faire déjà beaucoup plus tôt, dès l'enfance, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit réservé à une année d'examen, en fait. On l'associe à l'examen, et je l'ai fait trop tôt, parce qu'après, on mûrit, et on n'en fait plus vraiment, en tout cas pas de manière officielle, et on en fait en mûrissant, et on est confronté à des sujets, c'est la philo, c'est un peu la vie, quoi, tout le temps, partout. C'est la vie, ouais. Et donc il y a cette frustration d'être passé à côté d'un truc. Et donc depuis le bac, je crois que chaque année, je regarde qu'est-ce qu'il y a eu comme sujet de philo. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? S'il y a un petit côté alléchant à voir les sujets, c'est beau un sujet de philo. Et donc je dis tiens, et au bout de 5 minutes, on est déjà happé par le quotidien et par autre chose. Et puis on zappe et on dit ça aurait été beau. Et puis chaque année, je dis tiens, ça serait sympa. Et puis depuis que je suis humoriste, j'ai croisé les deux. Je me dis tiens, ça serait bien d'en parler. Il y aura donc Tania Dutel, Alex Vizorek, Alexandra Pizzagalli, Victor Vincent, qui est humoriste mais surtout mentaliste, ou encore Yann Guillarme, entre autres. La billetterie est ouverte pour ceux qui voudraient philosopher et rigoler, ce qui n'est évidemment pas incompatible, puisque, comme disait Rabelais, le rire est le propre de l'homme. Merci beaucoup Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.